Rodolphe Pouvreau, bonjour. Bonjour Laurent. Alors, bienvenue dans ce Map Décodage où nous allons parler d'un nouvel outil produit par SRA, mais ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de rappeler ce qu'est SRA. Alors SRA, nous sommes un organisme professionnel sous le statut d'association loi 1901 qui a été fondé en 1977. Nous avons 81 adhérents qui vont être l'ensemble des assureurs qui couvrent du risque lié à l'utilisation des véhicules terrestres à moteur et nous sommes 9 personnes. Nous avons plusieurs missions. La première étant de diffuser de l'information technique aux assureurs, donc à partir de bases de données qui comptent plus de 190 000 véhicules. Nous allons fournir une multitude d'informations qui permettent aux assureurs de bien identifier chaque déclinaison de véhicule et aussi des caractéristiques pour pouvoir calculer la prime. Ensuite, des missions de classement au niveau, par exemple, des airbags ou des antivols de protection moto. Et ensuite, toute une approche d'études techniques et d'études statistiques qui nous permettent de publier tout au long de l'année différents indicateurs. Très bien, donc alors SRA vient de publier un nouvel outil, c'est l'Observatoire annuel auto, sinistre et collision, c'est son nom. De quoi s'agit-il exactement? Alors, l'idée de ce document, c'était de pouvoir consolider une multitude d'indicateurs et d'informations qu'on analysait tout au long de l'année dans un seul et même document, avec l'objectif de donner des éléments précis et factuels de compréhension sur les variations que l'on connaît et qui d'autant plus marqué ces dernières années. Donc l'idée, c'est vraiment d'approfondir la démarche, de ne pas donner que des indicateurs, mais vraiment donner des pistes de compréhension. Très bien. Et donc cette première édition concerne l'année 2023. Donc ça veut dire que cet outil a vocation à perdurer dans le temps et à être publié chaque année. Alors potentiellement oui, effectivement, en fonction des retours qui sont relativement bons dans ces premières semaines de diffusion, nous avons vocation à multiplier cet exercice d'année en année et même nous réfléchissons à l'étendre sur d'autres périmètres, par exemple les études par marque et modèle sur la partie auto, aussi sur la partie moto, sur les autres sinistres type catastrophes naturelles, les vols, les vandalismes par exemple. Effectivement, nous pourrions avoir ces séquences récurrentes annuelles qui seraient publiées au fur et à mesure de l'année. Bah, ce que je vous propose, c'est que nous rentrions un petit peu dans les explications plus fouillées de cet observatoire. Alors, Rodolphe, quels sont les grands thèmes qui sont suivis au travers de cet observatoire, au travers de cette étude? Alors l'idée, c'est bien évidemment de se concentrer sur la majorité des sinistres, hein, donc on va vraiment être sur les sinistres de collision. Donc sinistre de collision, on entend choc en circulation contre soit un véhicule particulier, soit un obstacle type corps fixe, mais c'est aussi également les chocs en stationnement. Donc on est sur à peu près 2 millions de sinistres à l'année. Et donc, dans cette analyse de sinistre, nous allons donner les indicateurs habituels que l'on partage tous les trimestres au niveau des variations du coût des réparations et du coût de chaque poste. Mais l'idée de ce document, c'était de rentrer en détail sur tous les facteurs qui peuvent influencer donc la variation du coût. Donc par exemple, on a fait des études sur une approche départementale. On peut voir des disparités d'un secteur à l'autre sur les tranches d'âge des véhicules, mais aussi on a fait des zooms et des focus sur chaque poste qui impacte le coût des pièces, donc par exemple le coût des pièces, le coût de la main-d'œuvre, le coût des ingrédients horaires. Et ensuite, on a fait aussi des déclinaisons de notre étude et nos analyses sur, par exemple, les tranches d'âge, les types de véhicules par rapport à leur catégorie de segment, et aussi sur les énergies, puisque cette année, quand même, un fait marquant, c'est qu'on commence à constater pas mal de véhicules électrisés dans les sinistres. Alors, parlons aussi des périmètres de l'étude. Vous vous appuyez donc sur des données. Sur quelles données vous vous appuyez? Vous avez des partenariats avec différentes sources, je crois. Alors, nous avons des conventions avec l'ensemble des experts, hein, donc nous bénéficions d'un accès à l'ensemble des expertises du marché, donc grosso modo 4 millions d'expertises annuelles. Et donc là, sur l'étude, on se concentre vraiment sur les sinistres de collision pour les véhicules particuliers utilitaires légers de moins 3 tonnes 5. Donc c'est bien évidemment de la donnée anonymisée, on n'a pas le nom du client, du propriétaire du véhicule, pas le nom du garage, pas le nom de l'assurance. Et l'idée, c'est vraiment de travailler sur une vision globale marché et pas de descendre dossier par dossier. D'accord. Donc, quand vous parlez des experts, c'est via la Fédération française d'expertise automobile, la FFEA? Tout à fait, on a une convention avec la FFEA qui nous permet d'accéder aux concentrateurs et aussi d'échanger tout au long de l'année sur nous, nos constatations statistiques et aussi le retour terrain des experts est fort apprécié pour nous permettre aussi de comprendre ce que l'on constate dans les chiffres, puisque derrière, il y a quand même des vérités techniques.
Mmh. Très bien, beh, je pense qu'on a donc bien compris ce qu'était cet outil, sa finalité. Alors, l'objectif de cette vidéo n'est pas de rentrer dans le détail. Je pense qu'il faut qu'on invite tous ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, qui nous visionnent, à aller peut-être télécharger le document, aller le regarder. On peut le trouver sur le site de SRA de toute façon. On Sur le indiquera site le de SRA, tout à fait, et aussi sur notre page LinkedIn. On a le document complet, et là, on est en train de le séquencer aussi par terme pour pouvoir permettre aux gens de pas forcément télécharger le document dans son entièreté, mais possible d'aller directement sur le sujet qui les intéresse. D'accord, de le chapitrer. Nous indiquerons également le lien dans l'article lié à cette vidéo. Mais peut-être donner quelques grandes tendances, quelques grands points pour un peu commenter ce premier baromètre, les grands chiffres qui vous semblent importants et à mettre en avant. Parlant des véhicules réparables, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on peut en dire? Il y a une évolution des coûts qui a été constatée, notamment entre 2009 et 2023, une évolution assez importante. Tout à fait. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, déjà 90% des sinistres de collision sont économiquement réparables. Donc, effectivement, ça entraîne tout un flux d'activités vers les garages et vers les experts. Donc, les grosses tendances, vous l'avez dit, Laurent, c'est effectivement depuis 2019 une très nette augmentation du coût des réparations, puisque celui-ci a augmenté de plus de 26% sur ces années. Et entre 2023 et 2021, période où on considère l'inflation globale, là on a une augmentation de 15,5% sur ces 2 dernières années. Donc effectivement, c'est des tendances très fortes, historiques, hein, puisque SRA n'a jamais connu ces variations dans ces indicateurs, et qui reflètent cet impact très fort de différents paramètres qui, en bout, se ressentent sur les coûts de réparation. Alors, est-ce qu'il y a un poste qui impacte plus que d'autres, ou est-ce que ce sont tous les postes qui flambent? Alors, tous les postes ont connu des variations assez importantes. Bien évidemment, la pièce, hein, la pièce aujourd'hui représente pratiquement 52% du coût des réparations, donc avec des fortes augmentations du coût du poste-pièce. D'ailleurs, dans cette étude, on s'est permis, pour donner quelques éléments de compréhension, parce que c'est vrai que le poste-pièce est une globalité de pièces, donc on est descendu par exemple sur des différentes familles de pièces. Donc on a donné par exemple la répartition avec les fréquences dans lesquelles on retrouve les différentes familles de pièces, et on a aussi donné les variations et les coûts, donc en base 100, de chaque famille de pièces. Et on se rend compte par exemple sur la pièce que la quatrième pièce qui présente le coût moyen le plus élevé, c'est aussi la troisième pièce la plus fréquentée dans les sinistres, c'est l'optique de phare, et c'est cette pièce qui connaît une des variations les plus importantes sur cette année. Donc effectivement, c'est l'objet de cette étude, hein, c'est vraiment de faire des zooms sur certains éléments, et là clairement sur l'optique de phare, c'est vraiment un point d'alerte que l'on attise depuis un certain temps, mais qui confirme cette tendance forte. Et ensuite, on a constaté aussi cette année donc une augmentation des tarifs horaires de main-d'œuvre, hein, donc qui a un impact directement sur le coût du poste main-d'œuvre, et aussi, ça c'est un fait marquant cette année, une très nette augmentation des ingrédients peinture, hein, puisqu'ils ont augmenté de plus de 9%. Donc c'est le poste qui a augmenté le plus cette année. Par contre, les ingrédients peinture restent à 10 ou 11% de la charge dans le terme du coût sinistre. Donc voilà, ça reste condensé, mais on se rend compte qu'effectivement tous les postes ont augmenté fortement, la pièce augmente de plus en plus, et les ingrédients peinture ont connu cette année une augmentation remarquable. Mmh. Alors peut-être, je ne sais pas si vous avez poussé l'étude, sur les raisons. Au niveau des pièces, est-ce que c'est une question des technologies, des nouvelles technologies? Et sur la peinture également, peut-être effectivement, bon la main-d'œuvre on la met à part. Sur le plan pièces et peinture, est-ce que c'est parce que les produits sont plus techniques? On le sait? Alors, l'augmentation des pièces est plurifactorielle, hein, puisqu'on va avoir bien évidemment l'augmentation des tarifs, et ça, on arrive à le suivre dans notre analyse du panier pièces, hein. On a tout au long de l'année une personne qui va suivre les variations des tarifs de 16 000 pièces qui représentaient cette année 25 marques et 269 modèles, hein. Donc là, on est vraiment sur un échantillon très représentatif, puisque c'est peu ou prou 85% des véhicules expertisés l'an dernier. Et là, rien que sur la variation brute, donc sans appliquer de pondération sur les modèles ou sur les pièces, on est à plus de 8% d'augmentation des tarifs de ces pièces-là durant l'année 2023. Et on est vraiment sur des pièces qui sont liées au sinistre de collision, hein, principalement des pièces de carrosserie, quelques pièces de mécanique comme les pièces de refroidissement qu'on va retrouver sur les chocs avant, les pièces de train roulant et aussi l'airbag. Donc effectivement, la variation des tarifs a déjà un impact fort. Et ensuite, comme vous le dites à juste titre, il y a aussi la généralisation de nouvelles technologies, hein, donc avec les équipements ADAS qui intègrent de plus en plus les véhicules, hein. Donc ça va du simple capteur de stationnement
évidemment à des caméras, à des lasers, à des lidars. Et on a aussi d'autres technologies qui impactent de plus en plus. Je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est vrai que je fais un peu une fixette sur ce sujet, mais les optiques de phare, où aujourd'hui, la généralisation des technologies LED sur les optiques de phare sur l'ensemble des véhicules a un impact relativement fort, puisque le prix des phares a doublé, voire même triplé dans certaines marques, de par ce changement de technologie. Et on a aussi ensuite des véhicules de plus en plus marqués, avec des empreintes design relativement fortes. On a fait aussi une petite étude en fin d'année avec des comparaisons sur des modèles équivalents mais de générations différentes, où on pouvait voir que le design a un impact très fort avec l'arrivée de nouvelles pièces d'enjolivement, des baguettes, des grilles chromées, des bandeaux. Il y a aussi l'effet SUV qui porte beaucoup de nouvelles pièces. Et on se rend compte que toutes ces nouvelles pièces d'enjolivement et aussi les pièces technologiques présentent un taux de réparation très bas. Donc elles coûtent cher et en plus on en répare peu. Donc c'est vrai que c'est le double effet sur ces pièces-là. Et malheureusement, quand on voit les nouveaux véhicules qui sortent, on peut que craindre que cette tendance continue, puisque les pièces sont de plus en plus chères, les variations sont de plus en plus importantes, et en plus il y a de plus en plus de pièces qu'on répare de moins en moins. Donc l'équation est quand même assez négative. Très très clair. Alors, quand on parle d'économie circulaire de réparabilité, bon, le véhicule est réparable en tant que tel, mais certaines pièces doivent être changées et non pas réparées. Bon, une grande réflexion à prendre en compte. Dans votre observatoire, vous parlez aussi de répartition, une observation de répartition départementale. Alors, est-ce que ça veut dire que il y a des accidents dans certaines zones plus que dans d'autres? Comment interpréter ça? Effectivement, on a une certaine hétérogénéité au niveau de la cartographie de la France. Déjà, on voit qu'effectivement, les sinistres ne sont pas répartis de manière homogène, puisqu'il y a quand même des zones très fortes sur le bassin méditerranéen, sur le nord de la France, sur la vallée du Rhône et bien évidemment sur l'Île-de-France. Par contre, ces constatations ne font pas déterminer d'alerte particulière sur la fréquence de sinistre. On ne se rend pas compte qu'il y a un département qui aurait une fréquence, un nombre de sinistres très important par rapport à son parc roulant, puisque la cartographie où on voit la répartition des sinistres, on se rend compte qu'elle est peu ou prou la même que les zones très urbanisées et les zones où il y a un parc roulant assez important. Donc, pas d'alerte là-dessus. Par contre, on constate de grosses disparités sur les coûts d'un département à l'autre. Et il y a une carte sur laquelle on a identifié le coût départementaux avec des couleurs qui partent du blanc au bleu. Et on se rend compte que la carte est vraiment coupée en deux, la partie ouest et la partie est. Et effectivement, on a vraiment cette frontière qui peut partir à peu près de la médiane Paris jusqu'à Perpignan sur la gauche, qui présente des coûts plus bas, donc la partie ouest, que la partie est de la France. Donc la partie ouest est plus basse en coût que la partie est, c'est ça? Tout à fait, ouais, tout à fait. On le savait, historiquement, on le sait que la région Bretagne est moins chère que la région PACA, mais c'est vrai que là, cette cartographie permet vraiment de voir que ce modèle peut s'étendre sur toute la partie ouest et la partie est, où il y a vraiment une disparité, et le code couleur est assez marquant, puisqu'on a quand même pas mal de blanc, voire du bleu très clair sur la partie ouest, et du bleu plus foncé, voire très foncé sur la partie est de la France. Alors, si on le généralise à l'ensemble des postes de la vie courante, il faut inciter les gens à aller habiter à l'ouest. Bon, petite joke. Après, Euh, après, par rapport à cette interprétation départementale, je fais très attention aussi, parce qu'on ouais, a 25% des sinistres qui sont concentrés sur 9 départements. ouais. Et effectivement, on a une bonne partie des départements pour lesquels on a peu de sinistres, donc il peut quand même y avoir des effets volume et des biais statistiques assez importants sur des départements avec des faibles volumes. Mais par contre, on se rend compte que y a des tendances assez fortes, assez marquées, et nous, on va les expliquer par différents points. Euh, il va y avoir d'abord les conditions de circulation par rapport au réseau routier, par rapport à toutes ces choses-là. Et effectivement, le département de la Corse ressort comme le département le plus cher, mais comparer les routes corse et les routes normandes, c'est peut-être pas très objectif. Donc il y a déjà cet fort impact au niveau des conditions de circulation. Et il va y avoir aussi un impact très fort, ça va être le type et l'âge de parc par département. Et on se rend compte que les départements avec des âges de parc plus âgés et des véhicules de gamme inférieure présentent des coûts plus bas. Donc c'est vrai que les départements les plus chers sont généralement les départements où on a les parcs les plus récents et avec des marques plus premium que d'autres. Bah, justement, venons-en à cette observation du vieillissement du parc. Alors, le parc roulant français, on voit les chiffres régulièrement. Donc, le parc vieillit d'année en année. Alors,
il y a plusieurs raisons à ça. Il y a effectivement l'évolution technologique des véhicules, le contrôle technique qui a amené aussi à un meilleur entretien des véhicules, mais avec le temps aussi peut-être une interrogation sur quoi acheter aujourd'hui par rapport aux transitions énergétiques et écologiques, donc pas simple aujourd'hui. Donc vous constatez aussi ce vieillissement progressif du parc des véhicules réparables, forcément. Des véhicules réparables et irréparables. Effectivement, Et les véhicules irréparables. sinistrés ont vieilli, hein, donc ça suit la tendance. Mais c'est vrai que sur la partie réparable, depuis 2019, l'âge moyen des véhicules réparés a vieilli d'un an. Et donc, vous avez évoqué cette notion de différence de coût selon l'âge du véhicule. Le coût de la réparation est plus élevé pour les véhicules de moins de 6 ans, c'est ce que vous constatez. Le coût des réparations est plus élevé pour les véhicules de moins de 6 ans, effectivement, et les véhicules de moins de 6 ans représentent plus de 40% des véhicules sinistrés. Donc effectivement, on se rend compte que par le fait du vieillissement du parc, ces véhicules vont vieillir aussi, et dès lors qu'ils soient aujourd'hui plus chers, ça confirme aussi notre inquiétude sur cette variation du coût qui va continuer à augmenter de par le fait du vieillissement de ces véhicules et l'arrivée de nouveaux véhicules qui vont coûter de plus en plus cher. Mhm, mhm. Et quels sont les types de dommages constatés alors finalement en général il y a un type de dommage plus précis. Vous avez parlé du prix des pièces, les optiques de phare tout à l'heure, donc on imagine des chocs avant ou comment ça se passe? Effectivement, il y a à peu près 45% des sinistres qui sont situés à l'avant des véhicules. On a une trentaine de pourcents sur l'arrière et ensuite les chocs latéraux qui vont être à peu près dans la dernière partie. Et après, on va avoir quelques chocs en sous-bassement ou des chocs sur le véhicule, sur la partie supérieure, où là, ça reste très minime puisqu'on est de l'ordre de 1%. Mais effectivement, la majorité des chocs se concentrent à l'avant et manque de peau, c'est là où effectivement il y a le plus de pièces technologiques et le plus de pièces que l'on répare le moins. Donc effectivement, c'est les chocs avant qui coûtent beaucoup plus cher que les chocs arrière et les chocs latéraux, puisque sur les chocs arrière ou les chocs latéraux, on va avoir là beaucoup plus d'éléments en tôle, des éléments soudés ou des portes qui, de par leur prix et aussi leur conception, sont plus réparés qu'un optique avant ou qu'un radiateur. Mhm. Je ne sais pas d'ailleurs, petite parenthèse, avec l'électrification des véhicules, est-ce que c'est amené à changer, hormis l'optique de phare, je pense la partie moteur qui est différente avec un véhicule électrique sur un choc avant, est-ce que ça peut changer un peu la donne On avait commencé l'an dernier un petit peu à faire quelques comparaisons sur des modèles équivalents. Donc, par exemple, on a comparé la 208 thermique et la i208, où là, on est sur des conceptions en carrosserie extérieure relativement proches, voire identiques. Pareil sur la 2008, on l'avait fait et on n'avait pas constaté d'alerte trop particulière et générale sur différentes comparaisons qu'on avait fait. Par contre, cette année, on voit que effectivement, les véhicules électrifiés commencent à prendre une part un peu plus importante, hein, puisque les véhicules 100% électriques sont de mémoire aux alentours des 2,7% des véhicules réparés. Les véhicules hybrides, on a un peu moins de 8%. Donc voilà, ça commence un petit peu et on se rend compte que aujourd'hui, si on fait une comparaison brute des véhicules électriques versus les véhicules thermiques, il y a un coût de réparation qui est supérieur des véhicules électriques par rapport aux véhicules thermiques. Après, où il faut faire attention, c'est qu'on est sur des véhicules qui sont quand même par nature plus récents et on a encore potentiellement quelques effets liés à l'utilisation, à l'utilisateur, à la technologie du véhicule. Donc c'est compliqué de tirer des conclusions, mais bien évidemment c'est un de nos points de vigilance, ça va être l'évolution des coûts, des typologies de sinistres, mais aussi des fréquences de sinistres, parce que certaines personnes, certains assureurs pourraient craindre des fréquences de sinistres supérieures avec les véhicules électriques de par le fait d'accélération un peu plus marquée sur le véhicule électrique que le véhicule thermique et aussi l'effet du poids puisque les véhicules électriques, de par leur batterie, ont quand même un poids supérieur, ce qui peut engendrer une intensité de dommages supérieure et donc des coûts de réparation plus forts. Alors c'est peut-être aussi le temps d'adaptation à la conduite de ces nouveaux véhicules, effectivement, qui va amener un changement au niveau de la sinistralité. Pour terminer sur les véhicules réparables, Rodolphe, on a parlé coût économique, on a parlé aussi économie circulaire, donc parlons de pièces de réemploi. Est-ce que la pièce de réemploi est une solution, alors pour décarboner bien sûr la réparation, mais aussi pour peut-être faire baisser le coût des réparations. Et finalement, cette pièce de réemploi, est-ce qu'elle est vraiment utilisée? Est-ce qu'on la trouve en quantité suffisante?
Alors c'est une des réussites de cette année, c'est effectivement, on a constaté que l'utilisation de la pièce de réemploi avait fortement augmenté durant cette année 2023, puisque plus de 15% des réparations avec expertise contenaient une pièce que nous arrivons à identifier en réemploi. Ce taux était d'un peu plus de 11% en 2022. Donc on voit qu'effectivement, l'utilisation de la pièce de réemploi se développe de manière assez forte. Par contre, petit point quand même de souscription, c'est de se dire que aujourd'hui, la pièce de réemploi représente à peine 5% du total des pièces remplacées. Parce qu'effectivement, même si les réparateurs, les experts utilisent de plus en plus de pièces de réemploi dans la réparation des sinistres de collision, le fait que les véhicules de nouvelle génération aient de plus en plus de pièces, bah, ça a aussi effet d'un petit peu pondérer la part des pièces de réemploi sur le total des pièces. Mais voilà, on sent que sur cette année 2023, la pièce de réemploi a connu quand même une utilisation plus forte. Et effectivement, c'est un double enjeu, hein, un enjeu de maîtrise des coûts, puisqu'une pièce de réemploi par nature est moins chère qu'une pièce neuve, mais aussi de développement durable et de mesure de l'impact carbone, puisqu'on sait qu'une pièce de réemploi achetée localement ou sur un circuit court aura toujours moins d'impact qu'une pièce qui a été fabriquée et redistribuée, soit localement, voire nationalement, voire sur un échelon européen. Alors, est-ce qu'il est possible d'augmenter justement, vous parliez de 5%, est-ce que peut mieux faire quelque part? Ou est-ce que déjà c'est déjà un beau résultat? Et est-ce qu'on a su établir jusqu'où on pouvait monter dans la pièce de réemploi éventuellement? Alors, c'est déjà un beau résultat, hein, puisque c'est un chiffre qui augmente d'année en année. Mais nous pensons, on pourrait échanger avec différents organismes, donc aussi bien côté FFEA que côté Fédération de réparateurs, Fédération de centres VHU, qu'il y a encore de la marge de progression. Et pour cela, nous avons par exemple sur cette étude donné des taux de pièces de réemploi par famille de pièces. Et effectivement, on se rend compte que aujourd'hui, la majorité des pièces vont être concentrées sur quelques familles de pièces, qui vont être principalement les portes, les haillons, et qu'il y a encore des familles de pièces sur lesquelles on peut développer de la pièce de réemploi. Donc après, il y a aussi la problématique de la disponibilité de la pièce, puisque on l'a dit tout à l'heure, près d'un choc sur deux est à l'avant, donc forcément, le sourcing des pièces de réemploi étant principalement des véhicules accidentés, on a potentiellement moins de sources sur des pièces avant que des pièces arrière, mais on se rend compte qu'il y a aussi toute une typologie de pièces qui ne sont pas du tout utilisées en pièces de réemploi et pour laquelle les acteurs aujourd'hui commencent à se poser des réflexions sur des pièces de refroidissement, sur des pièces intérieures, sur bien évidemment les optiques de phare, les feux. Donc il y a encore matière à faire mieux. Très bien, bah, c'était la question que j'allais poser sur le type de pièce, mais vous y avez répondu. Et je pense que dans l'étude, on peut trouver effectivement ce détail. Euh, un autre point, ce sont les véhicules non réparables. Véhicules non réparables, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces véhicules non réparables? Ce sont majoritairement des vieux véhicules, on va supposer, ou des véhicules économiquement irréparables, c'est-à-dire qui sont peut-être trop chers par rapport effectivement aux réparations à effectuer. Enfin, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Bah, comme on l'a dit tout à l'heure, l'âge a aussi euh, augmenté hein, sur les véhicules irréparables. Hein. Ça suit la même tendance que le parc avec les véhicules irréparables. En 2023, on a un âge de parc de véhicules économiquement réparables à plus de 11 ans, donc un âge qui a aussi grandi sur ces 4 dernières années. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que 74% des véhicules classés irréparables ont 10 ans et plus. Donc, majoritairement, c'est effectivement des véhicules anciens. Par contre, l'effet qu'on a constaté sur ces 2 dernières années, c'est un accroissement de la valeur moyenne des véhicules classés irréparables et un accroissement de manière assez fort puisque sur les 2 dernières années, cette variation est de pratiquement 27% en termes de valeur de véhicule. Donc si on ramène ça en euros, on est à plus de 1000 euros voire même 1200 euros TTC de mémoire. Et depuis 2019, où effectivement il y a le point de rupture sur le marché des véhicules neufs et après qui a entraîné une tension du marché des véhicules d'occasion, on a une augmentation des VRAD, donc des valeurs à dire d'experts, de plus de 43% depuis 2019. Donc l'effet de cette augmentation plus forte que le coût des réparations a un effet assez intéressant puisque ça a quand même permis de réparer des véhicules qui n'auraient pas été économiquement réparables il y a quelques années puisque leur valeur est plus forte que maintenant. Donc effectivement, ça ramène aussi de l'activité, ça permet aussi de structurer toute la partie, mais c'est aussi potentiellement des pièces de réemploi en moins sur ces véhicules qui n'ont pas été classés en VUI. Mhm.
Alors, un dernier point sur ce baromètre. Vous étudiez aussi, le marché des véhicules, des voitures particulières, des véhicules, utilitaires. Vous dites que le marché du neuf, retrouve ses couleurs. Donc, bon, voilà, on a par ailleurs, un map décodage avec la PFA pour faire le point sur le marché automobile que l'on suit aussi. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire, rapidement sur les chiffres que vous avez au travers de votre observatoire? Alors sur la dernière partie de l'observatoire, effectivement, on a fait appel à un spécialiste du marché, hein, puisque c'est pas, nous n'avons pas de données sur ce sujet. Donc on a travaillé la copie avec 3A Data. Et effectivement, la constatation qu'ils ont pu avoir, c'est que on voit un marché neuf qui retrouve un peu des couleurs, pour reprendre leurs termes, sur cette année 2023, et surtout une électrification du parc, hein, donc aussi bien sur la partie véhicules particuliers que véhicules utilitaires. Euh, et 2023 marque aussi un tournant sur le marché de l'occasion, puisqu'on a un marché qui est atone sur l'année 2023 en termes de véhicules d'occasion. Et on a même certains éléments de ce début d'année qui peuvent laisser présager à soit une stagnation, voire même à une baisse de par la forte offre des véhicules d'occasion en ce moment. Très bien. Alors, écoutez, on arrive à la fin de cet échange, en espérant avoir éclairé, justement nos auditeurs sur le contenu de cet outil. Encore une fois, nous les invitons à rentrer plus en détail dans le document. Est-ce que vous auriez une conclusion à donner? Est-ce que la sortie de ce baromètre vous a fait constater des nouvelles choses, vous donne des nouveaux outils, des nouvelles pistes de réflexion par rapport aux chiffres que vous, rappelons-le, que vous sortez régulièrement, chaque trimestre en fait? Les conclusions vont être que effectivement les sinistres de collision auto coûtent de plus en plus cher, aussi bien sur la partie réparable que la partie irréparable, et ça a forcément un impact derrière sur l'assuré dans le calcul de ses primes. Donc c'est là aussi nos missions. C'est aussi de se rendre compte que il y a des augmentations très hétérogènes d'un secteur à l'autre, voire d'une famille de pièces à l'autre. Donc ça renforce aussi notre volonté d'échanger de plus en plus avec les acteurs locaux, comme on le fait déjà avec les experts, avec les réparateurs, mais aussi comme on le fait avec les constructeurs. On a des réunions au moins une fois par an avec tous les constructeurs dans lesquelles on va leur présenter leur coût de réparation, leur coût des pièces, et sur lequel on échange. Donc c'est vrai qu'on se rend compte que ces démarches, il faut les continuer, les généraliser pour pouvoir avoir quand même quelques leviers sur le prix des pièces. Après, la conclusion sur le marché de l'occasion, voilà, on entend dire que le marché de l'occasion va avoir des valeurs qui vont stagner, voire baisser. Donc pour l'instant, on ne le constate pas, on le verra sur le premier trimestre 2024. Est-ce que cette tendance se ressent dans les rapports d'expertise ou pas? Et ensuite, effectivement, le fait d'aller explorer différents postes, différentes approches, ça nous permet de confirmer aussi notre niveau d'approche et notre expertise dans l'analyse. Et ça a permis aussi d'engendrer de plus en plus de relations avec tous les acteurs. Donc c'est vrai que c'est le gros avantage de cet observatoire, c'est que ça a engendré aussi pas mal d'échanges avec les acteurs, mais aussi avec la presse, hein, puisqu'on a été repris sur de la presse professionnelle, mais pas que, puisque l'analyse départementale a quand même eu un très bel écho sur la presse quotidienne régionale. Donc voilà, pour nous, c'était une démarche positive qui nous a pris beaucoup de temps, et l'interview d'aujourd'hui est aussi un bon exemple de l'écho que a eu cet observatoire, et nous fait confirmer sur le fait qu'il faut qu'on continue dans ce sens-là. Écoutez, on vous propose de le suivre, Rodolphe. Rendez-vous à la prochaine parution dans un an, mais entre-temps, on aura peut-être d'autres chiffres. En tout cas, vous connaissez l'intérêt du MAP pour l'observation, effectivement, des grandes tendances de la réparabilité, réparation de nos véhicules. Je suppose que le monde de l'assurance aussi est très soucieuse, justement, de ces évolutions, notamment avec l'électrification du parc, toutes les choses qui vont arriver et qui nécessitent effectivement une belle observation. Je suppose que ça, c'est un point de vigilance très particulier sur lequel on n'a pas encore forcément tout le recul nécessaire, parce que le marché du véhicule d'occasion est encore, du véhicule électrique est encore récent, et on n'a peut-être pas encore un effet volume suffisamment important. Peut-être un dernier point là-dessus sur On a du l'électrification. volume cette année quand même pour pouvoir tirer des conclusions assez intéressantes, mais c'est vrai qu'il faut faire attention, c'est lorsqu'on va comparer thermique ou électrique, où là on n'est pas du tout sur les mêmes ordres de grandeur, mais voilà, on commence à avoir de la matière, et c'est vrai que ce qui est intéressant sur l'électrification du parc, pour nous, d'un point de vue analyse, c'est que c'est des nouvelles conceptions de véhicules avec des caractéristiques qui peuvent entraîner des impacts assez forts sur le coût de la réparation de par le poids, de par la technologie. C'est aussi de l'arrivée de nouvelles marques, hein, c'est vrai qu'on a une multitude de nouvelles marques qui arrivent, donc c'est vrai que pour nous, observateurs, c'est très enrichissant d'avoir tout cet environnement qui nous permet d'envisager une multitude d'études complémentaires.
Très bien. Ben, un grand merci en tout cas, Rodolphe, pour cet échange très intéressant, très, très nourri. Et on reste en contact et on se dit rendez-vous à une prochaine fois. Avec plaisir, Laurent. À bientôt. À bientôt, bonne fin de journée, au revoir.